Bonjour, je m'appelle Song Woo-jung et je vais vous donner un cours sur la politique de développement national équilibré de la Corée. Aujourd'hui, ce cours est composé de 5 chapitres. Le premier est l'introduction. Notre pays a connu la guerre de Corée. En anglais, nous l'appelons Korean War. Pendant la guerre de Corée, tout s'est effondré. Voici à quoi nous ressemblions lorsque nous avons connu la guerre de Corée en 1950 et 1953. À cette époque, c'était sans doute le pays le plus misérable et pauvre, économiquement pauvre, socialement et politiquement misérable. Si vous regardez ce graphique, j'ai essayé de présenter le développement économique de la Corée depuis les années 60 après la guerre de Corée en termes de PIB. Comme vous pouvez le voir, la ligne rouge représente la croissance du PIB réel. La ligne bleue est le PIB par habitant, qui est le montant cumulé du PIB par habitant. Premièrement, si vous regardez la croissance du PIB réel, elle est très fluctuante. Cependant, si vous regardez les caractéristiques globales du développement économique de la Corée, il y a eu une phase de crise et des phases de reprise rapide après celle de la crise. Par exemple, même en 1973, lorsque le choc pétrolier a commencé, le pays a connu un déclin rapide, mais elle a commencé à le surmonter plus tard. De plus, en 1979, le président Park Chung-hee est décédé. C'était ainsi une crise politique pour le pays. En surmontant immédiatement cette crise politique, le taux de croissance économique existant a pu être maintenu. Ensuite, le plus grand coup fatal à l'économie coréenne a été la crise financière appelée le renflouement du FMI en 1997 et 1998. C'était une période vraiment difficile pour le pays. En effet, nous avons tous pensé que l'économie coréenne, qui n'avait jamais été plongée dans une tourbière aussi profonde pendant environ 37 ans, de 1960 à 1997, avait connu une faillite nationale. Mais après 1 an ou 2, le pays a commencé à surmonter cette crise. Dans la troisième phase, en 2009, il y a eu la crise financière mondiale que nous appelons la crise des subprimes. Cependant, à cette époque, l'impact n'était pas si grand en Corée. Regardez le grand flux de la ligne orange. Sur le plan économique, après les années 2000, l'économie globale vise une faible croissance. Cependant, si vous regardez la ligne bleue, vous pouvez voir que le graphique cumulé continue de croître à mesure que le PIB continue de croître. Contrairement à d'autres pays développés, la Corée n'est pas encore entrée dans l'ère d'une faible croissance. Elle vient juste d'entrer dans cette ère. Le futur défi pour l'économie coréenne réside dans la manière dont cette croissance se poursuit et comment elle peut être soutenue. Ce qui est plus intéressant, c'est que lorsqu'on parle de la Corée, on dit qu'elle a connu une dictature militaire. En anglais, c'est Military Dictatorship. Si vous regardez le graphique, le régime Chun puis le régime No, jusqu'en 1992, est l'époque où les soldats sont devenus présidents et sont arrivés au pouvoir,
La dictature militaire a donc continué pendant environ 40 ans, de 1953 à 1992. Mais regardez le graphique. Qu'est-ce que la Corée a fait économiquement pendant cette dictature militaire? Économiquement, le PIB cumulé était en croissance et il y avait des fluctuations en matière de taux de croissance du PIB réel. Cependant, globalement, la Corée était en phase de croissance. Alors que signifie ceci? La dictature militaire a de nombreuses significations, mais en fin de compte, celle-ci a poursuivi le développement économique afin de donner une légitimité au peuple. C'est ce qu'on appelle la dictature politique. Après avoir sauvé économiquement le pays d'abord, la légitimité de la dictature militaire a ensuite presque été obtenue. Mais est-ce que le peuple coréen est resté inerte? La réponse est non. Le peuple coréen a déjà commencé progressivement le mouvement démocratique depuis 1980. Et bien que le peuple coréen ait soutenu le parti des présidents, qui était effectivement une dictature militaire, cette autorité a finalement joué un rôle décisif dans le remplacement de la dictature militaire. Quel est donc ce modèle? Malgré la dictature militaire, au début, des réalisations économiques ont d'abord été réalisées, et sur cette base, la démocratisation du peuple coréen a été réalisée. Et après, voyons la suite. Après le régime YS, le gouvernement a finalement été formé par des civils, et non par le nationalisme et l'armée. Et cette histoire se poursuit jusqu'à aujourd'hui. De 2013 à 2017, c'était le régime de Park Geun-hye. La présidente Park Geun-hye est la fille du président Park Chung-hee, qu'on a vu au début. Et le peuple a probablement choisi la fille de l'ancien président parce que les citoyens avaient une sorte de nostalgie de l'époque où le pays avait accompli un développement économique légendaire. Cependant, en raison de divers problèmes sociaux, la présidente Park Geun-hye a démissionné naturellement et légitimement, à travers ce qu'on appelle la démocratie de la manifestation aux chandelles. Un coup d'État aurait pu se produire si nous étions, comme au bon vieux temps, mais cette fois-ci, la démission a eu lieu pacifiquement. C'est là que l'économie coréenne et la démocratisation de la Corée vont de pair. Maintenant, jetons un coup d'œil à l'extérieur du pays en regardant le Myanmar. Le Myanmar a deux défis. Bien qu'il y a eu une dictature militaire au début, ce pays n'a pas encore obtenu de bons résultats économiques. Le Myanmar a pratiquement pris le modèle coréen pour l'avenir du pays. Autrement dit, d'accomplir d'abord le développement économique sous la dictature militaire et ensuite la démocratisation. Le deuxième comprend s'il faut résoudre à la fois les enjeux économiques et ceux de la démocratisation. C'est le défi que le Myanmar devra donc surmonter. D'après l'expérience de l'économie et de la démocratisation coréenne, on peut penser que le développement économique est très nécessaire. Et il faut savoir que la prochaine étape, qui comprend la démocratisation, devient une grande force afin de soutenir le développement économique. Une dictature à elle seule ne peut jamais rendre la croissance d'un pays durable. Et donc le développement économique doit aller de pair avec la démocratisation. En d'autres termes, cela peut être une leçon importante montrant que le système d'un pays ne peut survivre que lorsque le moteur de croissance et le mode de vie économique vont de pair avec le mode spirituel, social et démocratique. Je ne le dis pas parce que c'est notre pays, la Corée. Je voudrais en effet souligner ce point car je pense que dans l'avenir, de nombreux pays en développement, voire des pays avancés, doivent mettre l'accent sur cette leçon. Alors comment la Corée a-t-elle pu accomplir ce développement économique? L'une des caractéristiques de la Corée est qu'elle a commencé à élaborer des plans de développement économique chaque trimestre et qu'elle a subi une restructuration industrielle.
Dans les années 60, l'industrie primaire était centrée sur l'agriculture. En effet, elle n'avait pas d'autre choix. Cependant, dans les années 70, la Corée a commencé à se développer progressivement en se concentrant sur l'industrie légère, et dans les années 80, elle a commencé à se tourner vers l'industrie lourde et chimique. Pendant ce temps, dans les années 80, l'industrie légère et l'industrie chimique lourde ont continué d'exister ensemble, et dans les années 90, le pays a commencé de sortir de l'industrie légère et s'est tourné vers l'industrie chimique lourde. Et en 2000, basée sur la force motrice des TICS, elle s'est concentrée sur l'industrie de technologie de pointe et a commencé à sortir de l'industrie chimique lourde existante. Et voici la carte du développement économique et industriel de la Corée qui s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Quel est le plus grand point fort dont la Corée est fière? Lorsque vous regardez la partie affichée en gris, celle-ci montre l'industrie manufacturière. Depuis les années 60, elle s'est progressivement développée et à partir de 1980, l'industrie manufacturière représente 30% de la valeur ajoutée industrielle totale en Corée. Même si cela est basé sur 1980, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont conduit la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière jusqu'à 30% au cours des 40 dernières années. Lorsque l'économie se développe, l'industrie manufacturière se développe ensemble. Et ensuite, l'industrie des services se développe. Mais si la restructuration de la structure industrielle n'est pas réussie, l'industrie des services ne devient pas une industrie de services solide et saine, mais s'arrête à être une industrie qui simplement soutient les moyens de subsistance de la population. Dans un tel état, l'économie ne peut pas se développer correctement. La Corée s'est développée tout en maintenant l'industrie manufacturière et le défi de la Corée à l'avenir est de savoir jusqu'où celle-ci pourra se transformer en restructurant la structure industrielle. Il est vrai que la population coréenne est déjà en déclin et aujourd'hui de moins en moins de jeunes souhaitent travailler dans l'industrie manufacturière. C'est le défi de la Corée. Pour la Tunisie, dans quelle orientation souhaitez-vous que le pays aille? Il est important d'apprendre le modèle de développement de la Corée, mais je pense qu'il est aussi important d'apprendre les facteurs de risque en même temps à travers ce cours. Voyons la suite. En ce qui concerne le développement de l'industrie manufacturière coréenne, nous pouvons voir une relation pratiquement directement proportionnelle entre la croissance manufacturière et les dépenses de R&D, dans la mesure où la R&D a également été continuellement investie conformément au point de départ de la croissance de l'industrie manufacturière. Alors pourquoi elle n'a pas pu aller plus loin? Le problème est que l'investissement, la croissance manufacturière et les dépenses de R&D sont en proportion directe. Mais les dépenses de R&D n'ont pas encore été accomplies par une grande partie des réalisations de l'industrie manufacturière. Le retour sur investissement est relativement faible. D'une certaine manière, on peut dire que c'est la difficulté fondamentale de la R&D. Bien que proportionnelle, la performance par rapport à l'investissement n'était pas élevée. Donc le défi de l'industrie coréenne à l'avenir semble être cette partie. Jusqu'à présent, je n'ai parlé que de choses positives, mais il existe en effet de plus grands problèmes. La Corée n'a cessé de croître depuis les années 60. Premièrement, elle s'est développée avec une croissance régionale inégale. Et deuxièmement, elle s'est développée avec une disparité sociale. Voici donc l'enjeu de la Corée. À l'ombre d'une telle croissance, il existe un défi important concernant le développement inégal entre les régions. Le fait que la classe sociale et les revenus se sont développés dans un climat inégal, ceci reste en tant que défi crucial à surmonter. Regardez. Si vous voyez la couleur bleue, ceci signifie la région métropolitaine de Séoul. En Corée, Séoul, Gyeonggi et Incheon font partie de la zone métropolitaine. La région métropolitaine de Séoul représente en fait plus de 50% du PIBR de l'économie. La moitié de la richesse du pays est produite ici. Et regardez le reste des régions. Si vous regardez la région de Yeongnam en concurrence avec la zone métropolitaine, ou si vous regardez le graphique de cette région de Yeongnam,
vous sentirez l'écart important entre le graphique bleu et orange. Et pour les autres régions, c'est encore pire. Cependant, il y a un phénomène intéressant dans ce graphique. Pour la région de Chungcheong, il se trouve un écart important avec celui de la métropole qui apparaît en jaune. Pourtant, cette région se développe petit à petit. Voici pourquoi. Le gouvernement a empêché toute pénétration dans la zone métropolitaine pour un développement national équilibré et un développement régional, et comme les réglementations sont très strictes, on peut voir que l'investissement a été réalisé dans la région voisine de Chungcheong. Il peut être considéré comme un effet de retombée politique. Cependant, l'écart n'est pas si large jusqu'à aujourd'hui. D'autres régions ont une particularité indiciblement faible. Si vous regardez ce graphique, les zones blanches sont des zones de croissance. Les zones en rouge sont des zones défavorisées au cours des 50 dernières années. Et qu'est-ce que vous en pensez de cet axe? La zone où se trouve Séoul est la zone métropolitaine et la zone de Yeongnam, que j'ai mentionné plus tôt, sont indiquées en blanc. C'est l'axe de croissance de la Corée. À l'inverse, la zone marquée en rouge est l'axe défavorisé. Pour surmonter cela, le président Roh Moo-hyun est arrivé au pouvoir en 2003 et a mis en œuvre une politique de développement national équilibrée. C'est une très longue histoire, mais aujourd'hui, malgré les contraintes de temps, je ne vais pas aller plus loin. Et de toute façon, le défi de la Corée est de savoir comment rendre ses couleurs plus claires et plus blanches. C'est le cadre de base d'un développement national équilibré que la Corée a choisi après les années 2000. Ainsi, dans le régime Roh, le président avait utilisé cette stratégie progressive et diversifiée pour le développement national équilibré. Tout d'abord, a eu lieu la politique de ville innovante. Puisque la plupart des ressources sont concentrées dans la zone métropolitaine, la ville innovante est une politique de déplacement des institutions publiques de la zone métropolitaine vers les zones non métropolitaines, c'est-à-dire vers la région métropolitaine hors de Séoul. En d'autres termes, cela s'appelle une politique de dispersion. Nous appelons cela une politique de déconcentration. À cette époque, le pays n'avait pas de politique de décentralisation. La politique de dispersion est différente de celle de la décentralisation. En anglais, on l'appelle Decentralization Policy et au Royaume-Uni, on l'appelle Devolution Program. En d'autres termes, il s'agit d'une politique décentralisée qui transfère l'autorité en matière d'éducation, d'administration, d'économie, de police et de sapeurs-pompiers aux gouvernements locaux dans les zones non métropolitaines. Pour cela, il faut beaucoup de consensus. C'est pourquoi le premier choix a été donc la politique de dispersion. L'idée est de disperser et de faire déménager les fonctions centrées dans la zone métropolitaine à l'extérieur. Ceci est le concept de la ville innovante. Cela a été activement poursuivi. Certes, il y avait quelques hésitations, mais il est toujours activement promu. Et environ 10 villes innovantes sont créées et exploitées dans le territoire. Après, un gouvernement est arrivé au pouvoir. Le président Roh Moo-hyun a été au pouvoir pendant 5 ans. Puis le président Lee Myung-pak a repris cette politique. En effet, le président Lee n'avait pas apprécié cette politique. Ce n'était pas la politique dont il avait élaboré. D'ailleurs, le parti politique était même différent de celui de son prédécesseur. Cependant, en Corée, la question du développement national équilibré avait déjà commencé à prendre sa place en tant que politique, selon laquelle tous les citoyens étaient concernés au-delà du parti politique. En conséquence, le président Lee avait procédé de manière plus créative. Si les politiques du président Roh ont été testées à travers 16 villes et provinces métropolitaines, le président Lee les a regroupées en grandes régions, ce qui est la politique mégaville-région. Ainsi, les 17 villes métropolitaines et provinces de Corée ont été regroupées en 5, puis 2,
qui est la province de Gwangju et Jeju. On appelle donc la politique 5+2 ou le plan 5+2. C'est une politique d'unité régionale. De cette façon, nous avons eu un autre banc d'essai tout en mettant en œuvre des politiques au niveau régional. Je peux vous assurer que la Corée est le seul pays dans lequel le gouvernement a uniformément divisé les régions et mis en place des politiques dans cette unité ultra large et dans l'unité mégaville-région. Un cluster ou une telle politique a été proposé par Michael Porter dans les années 90. Cela a été réalisé à titre expérimental et la Corée l'a accepté jusqu'en 2007. Et à partir de 2008, la politique de mégaville-région a été mise en œuvre dans un sens plus large. Quel est donc le succès ? Je ne sais pas. Il est parfois très difficile de parler du succès des politiques. Quoi qu'il en soit, la Corée a fait une sorte d'énorme expérience. Ainsi, pour plus de détails, vous pourrez le lire. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à m'envoyer un email à tout moment, et si vous m'envoyez via notre organisme, je vous répondrai aussi sincèrement. Ensuite, c'est le gouvernement de la présidente Park Geun-hye. L'administration Park a bien mis en œuvre la politique visant à combler la disparité régionale appelée sous le nom du développement national équilibré, mais a déployé beaucoup d'efforts pour essayer de le faire au niveau de base. Qu'est-ce que la vie humaine après tout ? C'est de promouvoir le bonheur. Alors, avec le projet sur la création d'une zone locale pour une vie heureuse, j'ai essayé de mettre en œuvre une politique qui a du sens à sa manière, qui a été mise en œuvre en regroupant les collectivités locales de base. Ensuite, la présidente Park a démissionné en 2017, entrant effectivement dans l'ère du gouvernement Moon Jae-in. Et l'administration Moon continue jusqu'à aujourd'hui. Ce gouvernement a essayé de jeter les bases pour le développement équilibré en suggérant une politique humaine, spatiale et industrielle. Beaucoup de gens pensaient que l'administration Moon était dans la même veine que la précédente administration No. On a donc pensé qu'elle consacrerait plus d'efforts à la politique de développement national équilibré et qu'elle investirait davantage. Pourtant, ça a été exactement le contraire. L'administration Moon n'a pas accordé beaucoup d'attention à la politique régionale de développement national équilibré. Il n'a fait que beaucoup parler et a dit qu'il allait reprendre la politique pour le développement national équilibré, mais au contraire, il n'a pas prêté beaucoup d'attention, même par rapport aux administrations Lee et Park, qui s'y sont opposées en la matière. En tant qu'expert, je pense que c'est contradictoire. Néanmoins, cette politique se poursuivra, car cette politique est déjà profondément ancrée dans les réflexions des citoyens. Alors que la population continue de diminuer, les régions non métropolitaines du pays sont très préoccupées par l'hypothèse que la région va disparaître. Donc cette politique se poursuivra, quel que soit le président. Si je devais expliquer ce phénomène, je dirais qu'il s'agit de la démocratie du développement régional en Corée. En d'autres termes, même si le président change, même si le leader change, les politiques nationales nécessaires sont mises en œuvre par le peuple. En effet, je suis très déçu de la politique de développement régional du gouvernement Moon Jae-in. Cependant, en même temps, ce qui est paradoxal, c'est que je vois un certain espoir en voyant que tous les citoyens sont conscients de cette politique. Alors comment parvenir à un développement régional sain ? On doit déployer tous nos efforts sous divers aspects. Personnellement, j'ai dirigé le projet par l'intermédiaire de notre équipe de projet. À cette époque, il y avait un leader à part et nous avons démarré ce projet ensemble en s'aidant. Quel est donc le projet ? C'est ce qui concerne la DMZ de la Corée, c'est-à-dire la zone frontalière qui est appelée la zone démilitarisée. Ce projet a été sélectionné et réalisé par le gouvernement
comme l'une des méthodes de développement régional pouvant combiner le tourisme, les revenus locaux et l'éducation en le reliant avec le patrimoine naturel de la région pour la DMZ et les zones adjacentes. C'est ce qu'on appelle le projet Géoparc. En effet, l'UNESCO désigne beaucoup ce projet Géoparc. Grâce à cela, j'ai essayé de diriger ce projet. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez la DMZ en Corée? Des coups de feu qui vont et viennent? Un risque de guerre? Ou une zone où les civils ne sont pas autorisés à entrer? Donc, notre cible est la zone démilitarisée. Et nous avons lancé un projet ciblant la zone transfrontalière, qui serait ces zones adjacentes, en plus de la cible. En effet, cette zone DMZ est très intéressante. Paradoxalement, c'est un bien historique de notre pays qui a été créé par la guerre de Corée. Peu de gens sont entrés dans cet endroit depuis la guerre de Corée dans les années 50. En conséquence, l'écosystème de cette zone a changé car aucun humain n'était présent dans cette zone depuis 60 à 70 ans. Beaucoup de personnes pensent que l'écosystème a été préservé. Certes, il est vrai, car il était hors de portée des humains. C'est pourquoi, naturellement, l'écosystème est bien différent de celui du passé. Nous avons donc réalisé le projet avec l'idée de le promouvoir afin qu'il puisse être sélectionné en tant que géoparc mondial suggéré par l'UNESCO. Ainsi, 5 gouvernements locaux ont commencé à participer pour le projet de la province Gangwon. D'abord, ce chapitre présente l'identité. À propos du projet DMZ, je viens de vous l'expliquer. Comme on le voit sur la carte, c'est l'envergure spatiale de la DMZ en Corée. Il y a la ligne de limite nord, au long de la ligne de démarcation, à 2 km du sud et à 2 km du nord, créant ainsi une zone démilitarisée. Ce qui est intéressant, c'est que les lignes DMZ sont constamment maintenues à 4 km chacune dans certaines zones, tandis que d'autres vont un peu plus au nord ou un peu plus au sud. Ainsi, dans la zone appelée Haeanmyeon, à Yanggu, la portée de la zone démilitarisée n'est que d'environ 700 mètres. Voici à quoi ressemble la DMZ. Et le DMZ Peace Geopark dont nous parlons est formé par la zone adjacente. Jetez un coup d'œil à ceci comme une référence. La superficie totale de la Corée entière est celle du Sud et celle du Nord en sont présentées comme suit. Ces 5 gouvernements locaux représentent environ 2% à 4,6% de l'ensemble de la Corée et de la Corée du Sud. Regardez, il n'y a pas que des photos touristiques de cette région que je vous présente. Voici les photos illustrant le patrimoine naturel, topographique et géologique de la région. Et à partir des années 80, la population de cette région continue de diminuer. On peut donc considérer que c'est une zone représentative de la zone d'extinction régionale. La ligne bleue représente l'évolution du PIBR national, mais le PIBR de cette région est tellement situé si en bas que vous ne pouvez pas le voir. Alors, que devons-nous faire de cette zone? Devons-nous l'abandonner? Certainement pas. En effet, abandonner cette zone revient à abandonner la Corée. Précisément, cette zone correspond à la taille de la péninsule coréenne. C'était plutôt notre projet de relier cette région au concept de paix et de la transformer en une zone qui puisse amortir les collisions et conflits. Et il y avait aussi des biens naturels. En nous centrant sur ce bien naturel, nous avons essayé de le transformer et de les diviser comme suit. Le relief par activité volcanique, l'eau courante et celui par les vagues sont divisés comme suit.
Nous avons recensé tous les géosites géomorphologiques de cette zone et découvert des biens précieux. Nous avons sécurisé ces sites commerciaux en fouillant les biens historiques et culturels. Comme j'ai déjà mentionné sur la valeur plus tôt, je vais passer. La valeur est en effet suffisante. Voici l'écosystème apporté pendant et après la guerre. Qu'il soit bon ou mauvais, transformé ou entretenu, c'est l'écosystème que les humains n'ont jamais expérimenté. Beaucoup de gens disent que cet écosystème est déformé. Mais ce qui est plus important encore, c'est que le pays possède un écosystème tout à fait unique au monde. Et le fait d'avoir un paysage écologique est notre caractéristique de base. Et maintenant, allons découvrir les géosites un par un. Il s'agit d'un relief qui est formé en grande partie à travers des basaltes, des roches métamorphiques et des granites. Et voici Gosok, qui se trouve à Cholwon. C'est une zone constituée de granit. La roche représentative en Corée est le granit. Cependant, pendant la période mésozoïque, les coulées de lave ont produit une zone de granit et de basalte au-dessus. Et ceci a donc créé un ravin. En conséquence, cette zone en jaune est le plateau de lave. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une zone constituée de terres agricoles fertiles en recouvrant la base existante de basalte. Et il y avait la guerre dans cette région. Cette région est très célèbre pour la production de riz et elle est également très réputée pour produire un délicieux riz. Deuxièmement, c'est ce terrain créé par les cours d'eau et qui est formé par le changement des circonstances sédimentaires fluviales. C'est le Yanghidae. Tous les détails sont résumés ici. Vous pouvez donc y jeter un coup d'œil. Voici à quoi ressemble Yanghidae. Il est situé à l'intérieur de la DMZ. Les civils ne sont jamais autorisés à entrer. En effet, nous avons sollicité d'y entrer juste un moment. Nous sommes donc entrés une fois et avons pris des photos. Il s'agit du lac appelé Dutayeon à Yanggu. Ceci est également dans la DMZ, mais il est maintenant ouvert, vous pouvez donc le visiter ici. C'est aussi un terrain formé par l'eau courante. Ensuite, nous allons découvrir la création d'une infrastructure de software et d'éducation pour la population locale. Et donc, comment doit-on utiliser ces biens ? Nous avons donc fait une demande à la province pour qu'elle puisse créer une ordonnance comme celle-ci. Avec le concept de DMZ Peace Geopark, une réglementation locale a été prise et une proposition a été faite pour le préserver et le revitaliser à l'avenir. Ensuite, voyons la législation de la réglementation locale pour le DMZ Peace Geopark. En effet, cela ne signifie rien si nous le faisons seuls. Nous avons donc commencé une audience publique en rencontrant divers résidents et avons visité les 5 collectivités locales. Aussi, en créant un kiosque d'information comme celui-ci pour chaque site, nous avons doublé les activités. Nous avons construit une base pour guider les gens vers un lieu d'apprentissage en mettant un tel panneau d'information afin que chacun puisse se renseigner rapidement sur ce relief. Maintenant, quand il s'agit de savoir qui nous devons éduquer la population locale et les enseignants. Tout en éduquant les enfants, nous avons fait divers efforts et mené diverses activités éducatives afin que l'éducation à l'environnement, nature et géographie puisse être harmonisée et que les méthodes de développement local puissent être apprises dès le plus jeune âge. De plus, j'ai proposé de placer des interprètes pour que toute personne qui le visite puisse entendre les explications. En outre, j'ai décidé d'éduquer les interprètes afin que leur rôle puisse être dynamisé. Voici les photos qui montrent la formation des interprètes. Et en combinant ces choses dans un modèle de business, nous avons tous pratiquement participé au projet. Et nous avons fait diverses choses pour obtenir un autre effet économique de la méthode de développement régional. Par exemple, nous avons créé le géotourisme,
l'avons commercialisé et en avons créé un programme touristique. En utilisant les restaurants là-bas, nous avons créé et commercialisé ce programme afin que nous puissions fabriquer et vendre des plats locaux. Et j'ai ainsi créé un organisme intermédiaire qui peut soutenir cela en liant les deux ensemble. En créant le centre de business de la collectivité locale, nous avons créé un cadre de base pour soutenir ces géoparcs dans la pratique et l'avons présenté à la collectivité locale. Non seulement la province de Gangwon, mais aussi les activités locales ont tous en interne des organismes pouvant gérer ces choses. Voici les explications sur la DMZ. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est le développement régional. Quelle industrie choisir? Et à quel point l'industrie sera-t-elle proche de la région? Donc, comment la région pourra se développer à travers l'attention et le soutien continu du gouvernement central et des gouvernements locaux, et comment la population locale pourra contribuer au développement régional. Ceci est l'un des nouveaux types de modèles de développement régional. Cependant, le géoparc n'est pas le seul modèle de développement régional, et quelle que soit l'industrie que vous choisissez, ces modèles sont ceux pour le développement régional avancé que vous, les résidents et les citoyens, devront faire ensemble. Je vais terminer ce cours. Je vous remercie.